Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de week-end. Donc c'est un peu des vidéos où j'aime bien sortir un peu du truc habituel. Ce qu'on va regarder, c'est la véracité des cycles. On va regarder la véracité des cycles en fonction des élections aux États-Unis. On va faire une grosse étude également sur tout ce qui est taux d'intérêt, puisque vous le savez, Bitcoin est assez largement dépendant au taux d'intérêt, notamment on peut y voir une corrélation avec les taux d'intérêt à 10 ans. Et puis on va également aller penser un peu en dehors de la boîte et se demander quand il y a des décorrélations avec les taux d'intérêt, ce genre de choses-là, eh bien, est-ce que finalement, c'est pas un moment où on peut essayer d'aller voir du côté chinois. Ça va être vraiment potentiellement un petit peu long parce que je risque de m'étaler pas mal, mais ça va être vraiment sympa de réfléchir à d'autres choses que ce qu'on voit d'habitude. Ici en daily, pas vraiment de nouvelles analyses par rapport à celle d'hier, on va dire. C'est-à-dire que pour le moment, on tient un support au 25,8 avec des mèches dessous mais qui sont systématiquement rachetées. Est-ce que ça veut dire que nécessairement on est dans un scénario où ça va tenir, où ça va au moins donner un rebond, un petit peu comme ça avait été le cas par exemple ici, vous voyez les grandes mèches et puis la structure tient et on fait un rebond, ou alors est-ce que tout simplement tout ça va nous emmener ailleurs, par exemple ici également grande mèche rachetée, vous le voyez ici, structure qui tient et ça rebondit. Est-ce qu'on va revisiter, en fait la question c'est cette trend de distribution qui est celle-ci, avec pour le moment une target autour des 28, quelque part entre 28 et 28,5, peut-être légèrement au-dessus. Ça c'est vraiment la question du moment, on peut dévisser en dessous bien sûr, maintenant la question que vous devez vous poser c'est est-ce que ça mérite une entrée ou pas. Pour le moment pas de structure, donc je veux dire dans des plus petites time frames, du 15 minutes ou ce genre de choses, on n'a pas vraiment de structure qui s'est mise en place. On a ici effectivement un petit quelque chose, un petit début de quelque chose, mais il faudra rentrer ici plutôt quelque part dans le potentiel dump que pourrait nous donner un prochain low plus haut que le low précédent, d'accord. Donc et ici ce qu'on voudrait voir éventuellement c'est même venir prendre les 26,2 une première fois, éventuellement redumper derrière, et là votre entrée elle sera peut-être là-dedans. Maintenant, voilà pour l'analyse technique, sincèrement pas grand chose à dire de plus, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ethereum contre Bitcoin qui latéralise, ici vous le voyez, petite descente sur le 15 minutes, en l'occurrence la structure 15 minutes elle aussi semble vouloir passer haussière, là pour le coup on a plutôt des confirmations. J'ai fait une grosse vidéo hier pour les affiliés, je fais des vidéos privées également sur le Discord, ou d'ailleurs n'hésitez pas à venir nous rejoindre si jamais ça vous intéresse, sur lequel j'ai pas mal analysé la paire Ethereum BTC et toute l'idée que potentiellement trader Ethereum contre BTC en bull run vous permet d'avoir des intérêts composés puisque vous ne repassez jamais en dollars. C'était je pense une vidéo assez sympa à regarder pour ceux qui l'ont vu. Ensuite Total 3, on revient ici, et là je reste sur le 15 minutes, refaire un petit check de la ligne de tendance habituelle. Bon là je suis pas en logarithmique, mais hop, pardon, on va dézoomer un petit peu. Et du coup on a perdu la ligne de tendance habituelle carrément. Bon c'est pas grave, elle était ici, vous l'aurez vu. Et puis on revient faire un petit check de cette ligne là. Est-ce qu'on arrive à casser enfin cette distribution ou pas? C'est un petit peu une des questions qu'on peut poser. En tout cas, ce qu'on peut dire ici sur le Total 3, donc les altcoins dans leur ensemble, c'est que la Bitcoin dominance, on repasse en logarithmique, la Bitcoin dominance est en ce moment sur un potentiel support, mais que à chaque fois que vous avez ce type de signaux, vous comprenez que ici vous avez peut-être un signal que c'est un moment pour éventuellement acheter des alts. On est sur support, attention, on est sur support d'abord oblique et on est sur support, théoriquement ce support là devrait tenir, enfin devrait nous donner une réaction. Je parle ici du support horizontal. Si on renfonce, tout ça était un magnifique fake-out en dehors du range habituel. Si on réintègre le range, vous êtes actuellement, si vous achetez des alts, en train d'acheter le bottom. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Soit on réintègre, attention parce qu'on a des forts risques de rebondir et d'aller aux 60% de dominance, venir couvrir le gap qui est celui-ci. Si c'est pas le cas, c'était une déviation au-dessus du range et à ce moment-là, vous avez eu un point d'achat relativement exceptionnel sur vos altcoins.
Qu'est-ce qu'on va regarder ici en premier? Alors comment je vais construire? Alors ça va être quand même assez difficile à construire comme raisonnement, puisque c'est un raisonnement que j'ai pas forcément ici, encore une fois, mis sur papier ou quoi que ce soit, mais voilà. On a une inversion des taux, qui en général sous-entend qu'il va y avoir une récession, d'accord. Ici, quand les taux à 10 ans, il faut comprendre que les taux à 10 ans sont les attentes d'inflation sous 10 ans. Les taux à 2 ans sont les attentes d'inflation sous 2 ans, d'accord. Ici, en ce moment, le marché est en train de se dire on va avoir plus d'inflation dans les 2 ans à venir que dans les 10 ans. C'est pour ça que la courbe s'inverse. Sous-entendu, vous allez ici, vous êtes dans un marché qui se dit attention, l'inflation dans les 2 prochaines années va être énorme. Et c'est un indicateur de récession qui est assez fort, effectivement, qui fonctionne plutôt bien, mais d'une certaine manière, vous voyez que c'est relativement évident, et on a rarement été dans des inversions aussi profondes et aussi longues, d'accord. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que tout ça, le marché n'a pas front-runné tout ça, et est-ce que cette récession-là n'a pas déjà été mise dans les prix finalement? C'est une question qu'on peut vraiment se poser, puisque c'est tellement évident que le marché a effectivement corrigé, notamment Bitcoin qui a fait son moins 60%, je dirais, peut-être un petit peu, oui c'est ça, moins 70%. Le marché action qui a fait son moins 35, est-ce que tout ça n'a pas déjà été mis dans les prix? Sous-entendu, si on avait une récession là, est-ce qu'on n'aurait pas une continuation du rallye qui est actuel, ou en tout cas un plafonnement, peut-être une légère correction qui est celle qu'on a maintenant, mais voilà, pour le moment on a des GDP qui sont plutôt bons. On a eu une forme de récession pendant le Covid en fait, et puis on a eu la réaction qui a été effectivement de baisser les taux très vite, etc. Donc ça c'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est dans les prix, ou alors tout simplement est-ce qu'on n'est pas en train de décaler une récession qui en fait n'arrivera que d'une manière un peu sous-jacente, indolore, et finalement une forme de no landing. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est si jamais on va voir les taux d'intérêt aux US. Et là, je parle des taux d'intérêt à court terme pour le moment, d'accord? Donc ceux qui sont plus ou moins placés, on va dire, par la Fed. Ceux-là. On voit une tendance quand même ici, vous le voyez, dans ce canal. On voit qu'à un moment donné, ce canal ne peut pas baisser plus bas puisqu'il arrive à 0. Et ça, c'est une forme de dysfonctionnement qui se passe qui se passe en 2008. À partir de 2008, on évite la crise de 2008. On vous donne du crédit gratuit, donc des taux d'intérêt qui sont à 0,20. Bon, on est quasiment à 0, vous voyez que la ligne du 0, elle est là. Et puis, derrière, on réaugmente effectivement en 2018, et puis arrive, on va dire, le crash Covid, et là, à ce moment-là, on retourne très rapidement à 0. Inflation qui est qualifiée à ce moment-là de transitoire, mais en fait, elle n'est pas transitoire. Ensuite, les banques fédérales acceptent de dire que oui, il faut augmenter les taux, et il faut le faire rapidement. La hausse la plus rapide de l'existence de la Fed, en tout cas, de l'existence de la Fed, oui. On voit une certaine cyclicité ici, vous le voyez, je vous ai mis les tops et les bottoms sur ce que fait la Fed. On voit une certaine cyclicité. Si jamais on oublie ici le crash Covid, vous voyez qu'on a des cycles de 4 ans. Ok, on a des cycles de 4 ans, et qu'est-ce que ça peut nous dire ça? Même si on ne considère pas entre guillemets cette descente-là, etc., cette cyclicité de 4 ans, elle est forcément peut-être liée à quelque chose. Elle est peut-être liée notamment aux élections aux États-Unis. Et quand on prend ici la charte, on n'est pas pile poil sur les élections, mais par contre, quand on se décale, donc déjà ça pose, excusez-moi, une première question, c'est-à-dire est-ce qu'on va poser et rester dans ce cycle de 4 ans? Vous voyez que là je me suis mis au 1er août, donc on pourrait en fait ici décaler sur le top. D'abord, voilà, oui, non, excusez-moi. D'abord, est-ce qu'on trouve souvent des grands plateaux très longs? Ce qu'a l'intention de faire la Fed, c'est-à-dire rester pendant longtemps, et en l'occurrence, là, le marché est en train de pricer le fait qu'on reste quasiment 6 mois au niveau actuel. On va regarder probabilité. Le marché est en train de pricer qu'on reste jusqu'en mars 2024 au taux actuel. Vous voyez que c'est marrant parce que hier on était à 40% ici de possibilité d'augmentation, et ça a baissé. Pourquoi ça a baissé?
Excusez-moi, je pars dans tous les sens là, mais je suis un peu obligé. Pourquoi ça a baissé? Cette probabilité qu'on fasse une hausse supplémentaire, le marché est en train de dire le chômage a augmenté. Hier, on a eu une info du chômage qui a été que le chômage monte à 3,8 et en général, la Fed va venir à la première inflexion réelle du chômage commencer à dire bon bah ça y est, on va arrêter de monter. Les pauses de hausse de taux se font toujours à la première augmentation du chômage. Là, la Fed dit bon, on arrête. Ici, vous le voyez, ça nous emmènerait cette histoire en mars 2024, donc ça nous donnerait quoi? Selon ce que price le marché, hein, bien évidemment, ça nous emmènerait effectivement à peu près par ici. Donc on aurait un plateau qui serait minime comme celui-ci, et puis ensuite éventuellement on commence une baisse des taux selon comment se trouve. Alors oui, c'est arrivé, des petites, vous le voyez, des petites pauses en haut comme ça, c'est arrivé bien évidemment. Et puis à un moment donné, quelque chose se casse, et très vite, la Fed vient à une diminution des taux qui nous emmène finalement sur un bull run. Ce que je voudrais vous montrer, plus que les taux d'intérêt à court terme qui sont basés par la Fed, c'est effectivement les 10 ans. Donc les attentes d'inflation sous 10 ans. Et quand on regarde historiquement, vous voyez que, en gros, on a 1919, baisse des taux, jusqu'à 1943, et suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a quelque part un petit peu l'étalon dollar qui fait que les pays étrangers veulent de la dette américaine, puisqu'ils veulent du dollar et ils veulent que ça leur rapporte quelque chose. Vous le voyez ici autour de 6,50, et puis, enfin, c'est l'étalon dollar basé sur l'or. Là, on est en 71, Nixon déclare la non-convertibilité du dollar en or, et puis on part encore plus, voilà, dans le fait que la dette américaine doit rester attractive d'une certaine manière. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe plutôt 50 ans de cycle inverse. 50 ans de cycle inverse qui sont plutôt dans une logique de diminution des taux. On a ce très joli canal là qui d'ailleurs a pris un petit peu tout le monde de court, et vous comprenez que ici il y avait quelque chose de pas nécessairement normal quand on était ici au Covid en fait, qui était que à 10 ans, les attentes d'inflation étaient à 0,3%. On était sur quelque chose qui sous-performait en fait finalement l'inflation. La troisième chose à comprendre, c'est que beaucoup de banques se sont faites avoir en continuant d'acheter des bons finalement du Trésor dans cette ligne-là, alors que, donc en pensant qu'on allait rester dans ce canal ou qu'on allait plafonner avec des taux à zéro, que ça n'était pas réellement possible, que l'État américain donne 4%, comme c'est le cas sur ces bons actuels, et c'est ce qu'on a eu, la faillite des banques régionales ici à ce stade, puisque on a effectivement pété le canal, et qu'on est potentiellement ici sur un nouveau cycle. Le problème d'un nouveau cycle, c'est que actuellement, on est sur une dette, et je vais vous montrer ici. D'abord les liquidités de la Fed, vous voyez l'augmentation ici, 2018, vous voyez la crise de 2008 ici, on était à peu près à 1 trillion, et puis derrière on continue un petit peu cette idée d'augmentation finalement, ici en 2019, donc juste après le crash Covid, on explose complètement, on multiplie par 2 finalement le bilan de la Fed. Actuellement il est à la diminution, est-ce qu'on va revenir ici sur la trend à 6 trillions, ou alors est-ce que finalement on se retrouve à des niveaux où la Fed est obligée d'avoir un bilan qui est fortement important. Et là, en l'occurrence, c'est pas ça que je vais vous montrer, on parle des dollars en circulation, la masse monétaire aux États-Unis. Vous voyez que la diminution de la masse monétaire n'est rien du tout comparé à tout ce qui a été fait depuis. Et on voit ici une très jolie trend, et si je vous la mets même en logarithmique, vous allez voir que c'est tout droit. C'est tout droit depuis quand? C'est tout droit depuis 1980, et on voit cette jolie trend. Alors malheureusement, j'ai pas l'antériorité là ici d'avant, mais globalement, si vous mettez en pourcentage, c'est tout droit. Et pourquoi c'est tout droit? Tout simplement parce que le service de la dette, il doit être payé. Donc en ce moment, on se retrouve avec un État américain qui, finalement, doit nécessairement augmenter la masse monétaire en circulation, ne serait-ce que pour dévaluer la monnaie et pouvoir, en sous-main, payer le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts de sa propre dette. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc on va pas refaire toute l'histoire, mais on revient ici sur les taux à 10 ans, et là, pour le coup, ce que je vous ai mis comme barres, donc les barres latérales ici, sont des périodes d'élection.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur les taux à 10 ans? On peut voir que à chaque élection américaine, alors j'aurais pu aller plus loin, mais ici on part de 2004, puisque pour moi le nouveau système qui se met en place, il se met en place à peu près en 2008, le moment où on décale cette crise qui aurait dû avoir lieu et qui aurait dû remettre un petit peu d'aplomb tout le monde. Et finalement, on voit que, ici c'est du Biden, ici c'est du Trump, ici c'est du Obama, ici c'est du W. Bush, si je me trompe pas, voilà. Et on voit que à chaque élection américaine, donc là comprenez que toutes les barres sont en novembre, novembre, au moment d'élection aux États-Unis, octobre-novembre, voilà, j'ai mis à peu près, je suis pas allé regarder les dates exactes, mais globalement on voit que chaque président a d'abord augmenté les taux et puis à mi-mandat il s'est ravisé et enfin c'est pas le président qui a augmenté les taux, c'est la Fed, mais en gros on voit que à chaque fois on est sur une hausse puis une baisse. On trouve un plus bas qui est à chaque fois au moment où le président est élu et puis là on repart sur une hausse puis une baisse. Ici, encore une fois, on est sur les taux à 10 ans, donc on n'est pas sur des décisions de la Fed, mais c'est les attentes d'expectation, c'est les attentes du marché d'une inflation à 10 ans. Vous voyez que c'est très propre, et là, c'est cassé. Donc, est-ce que c'est cassé complètement, ou alors est-ce qu'on va pas avoir une réaction très rapide ici ? Et je vous rappelle que hier, on a eu une augmentation du chômage, une réaction très rapide dans cette année d'élection, finalement que la liquidité revienne et qu'on ait un globalement plutôt. Est-ce qu'on ne va pas ici acheter les voix avec du stimulus? En gros, c'est un peu ça la question. Bien évidemment, du cut, le fait que la Fed pivote plus rapidement qu'on ne le pense. Je rappelle que c'est octobre 2024 les élections, donc comprenez que ici la mi-mandat elle était là, donc il aurait fallu ici qu'on ne soit plutôt que les bons ne rebondissent pas ici pour vraiment marquer une mi-mandat. Donc est-ce qu'on a un truc qui est pété encore une fois, ou alors est-ce que la baisse va être aussi fulgurante que la hausse? Question qu'on peut se poser et on va superposer à tout ça la charte de Bitcoin. Alors, excusez-moi, j'aurais dû faire autre chose. Hop, autant pour moi. Ça va être une vidéo assez longue, mais pour ceux que ça intéresse, je pense que ça peut être vraiment sympa. Eh bien, la charte de Bitcoin, on l'a prise ici, on a depuis 2011, on n'a pas l'antériorité, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, première phase, ça nous donne le bull run de 2013. Deuxième phase, ça nous donne le bull run de 2017. On n'est pas pile poil, mais vous aurez compris ici qu'il y a des petites divergences. Ici, par exemple, baisse des taux et pourtant Bitcoin part en furie. Et puis ensuite, et là, encore une fois, on n'est pas sur les taux de la Fed, on est sur les attentes les attentes d'inflation à 10 ans. C'est ça que reflètent les bons du Trésor, d'accord ? Et ensuite, effectivement, on voit qu'ici, on a une diminution. Donc, on a une corrélation qui est plus ou moins positive sur le début, ici, de l'histoire de BTC. Derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on fait le bull run ici. À 10 ans, par contre, le marché se dit qu'effectivement, on va à l'augmentation. Et la décorrélation totale, elle se passe quand? Elle se passe tout simplement à partir du moment où on est ici en octobre 2021, puisque là, effectivement, on a quelque part des taux qui augmentent alors que le Bitcoin diminue. Et il faut comprendre ici que finalement, le fondamental de Bitcoin, qui est de se battre contre l'inflation, n'est pas cassé, il est reflété quelque part par cette charte, sauf à partir du moment où la Fed nous dit que effectivement elle va augmenter ses taux. Là, les attentes d'inflation à 10 ans, bien évidemment, se réveillent, mais pour le coup, ici, quelque chose est cassé. C'est pas que c'est cassé, mais voilà, on a quelque chose qui ne fonctionne pas ensemble. J'ai des taux qui augmentent, un Bitcoin qui diminue. Ici, diminution, vous le voyez, diminution, réaugmentation, et à partir de là, cette espèce de date pivot ici autour de décembre 2021, où on a, c'est pas quelque chose qui est cassé, mais on ne fonctionne plus en fonction des fondamentaux de Bitcoin, ok? On fonctionne là du coup, plus Bitcoin commence à fonctionner beaucoup plus comme une action qui aime beaucoup que la liquidité n'aille pas sur le dollar, mais aille directement sur des assets. En ce qui concerne le rebond ici, vous voyez que en fait, finalement, il est bien après. Donc ça, on va aller voir après, derrière, ce qu'il se passe par ailleurs. Mais on peut se demander ici, finalement, est-ce que Bitcoin n'a pas frontrunné un pivot
qui pourrait arriver plutôt ici, d'accord? Et en l'occurrence, ici, on pourra avoir une diminution et une réaugmentation de BTC, mais on voit que la corrélation, là où on pourrait penser qu'elle est négative, voilà, c'est ça que je veux dire. Là où on pourrait penser que la corrélation est négative sur ce que fait la Fed, et là donc du coup je vous ai mis les taux de la Fed, et on voit effectivement que diminution des taux et taux à zéro, eh bien nous emmène le Bitcoin à l'ATH, ensuite réaugmentation des taux, et bien là on descend, donc là effectivement sur les taux de la Fed on est inversement corrélé, et bien les taux à 10 ans représentent une corrélation quelque part positive. Et les élections américaines qui finalement fixent un peu les taux à 10 ans, le marché sent mieux les choses que la Fed quelque part, et bien pour le coup là ici nous montre que le plateau eh ben, il est là. Et qu'on pourrait être désormais dans une diminution. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que potentiellement, eh bien, ici, on va reprendre les taux d'intérêt. Eh bien ici, on aurait une diminution qui nous donnerait une augmentation de la part de BTC à l'inverse, et que ici, les taux à 10 ans pour le coup, pardon, ici, les taux à 10 ans pour le coup vont rester un petit moment par là, nous donner effectivement notre pump, et derrière que ça va être l'inverse. Il y a quelque chose ici qui est intéressant, en tout cas je trouve, c'est plutôt que d'aller voir des cycles de halving ou des choses comme ça, corréler aux élections aux États-Unis une partie de ce que joue Bitcoin. Alors pourquoi on est cassé quelque part par là? D'abord parce que jusque-là, on était dans une économie qui était totalement mondialisée. On était effectivement jusque-là dans quelque chose où Chine et États-Unis marchaient main dans la main, ou en tout cas plus ou moins, en ce qui concernait les liquidités. En revanche, si jamais je vais en ce moment voir l'espèce de cassure et essayer de comprendre pourquoi on a cassé, et bien d'une certaine manière, à ce moment-là, je prends les actions chinoises et je corrèle. Ici, on est sur le Hang Seng Tech, donc la tech chinoise, et vous voyez que les charts se ressemblent beaucoup. Ici, on a donc Bitcoin et on va dire le Nasdaq chinois. Ici, on va prendre une action au hasard en Chine. On voit Alibaba. D'une certaine manière, on n'a pas le deuxième top qui est un short squeeze. Pour moi, le haut la fin du bull market, elle était plutôt ici. Après, on a eu un short squeeze. Et bien, on voit que c'est quand même relativement corrélé. Alibaba, action au hasard. On prend le Shanghai Composite Index. Et on voit qu'effectivement, là, pour le coup, c'est très propre. La corrélation est très propre. Maintenant, je vous le dis tout de suite, j'ai regardé, on voit que le bottom, c'est le même, etc. Donc, on peut peut-être se dire, ah tiens, est-ce que finalement, c'est pas la Chine qui nous a amené Bitcoin à pivoter? Et je vous le mets dans le mille. On va même prendre... voilà, la paire dollar contre yuan, puisque beaucoup regardent le Dixie en disant c'est corrélé, c'est corrélé, c'est corrélé. Je vais vous montrer que c'est pas nécessairement corrélé. Le Dixie, inversement corrélé au Dixie, donc on va le mettre à l'envers. Alors c'est corrélé, oui, d'une certaine manière, mais ici, alors on va regarder par le passé. Ici, excusez-moi, j'ai une décorrélation. Ici, ça corrèle pas mal. Ici, c'est décorrélé. Le Dixie continue à descendre, Bitcoin augmente. Ici, ça va, ça corrèle à peu près. Ici, ça corrèle à peu près. Ici, complètement décorrélé également, complètement décorrélé également. Et là, effectivement, oui, on a peut-être quelque chose qui est normal, puisqu'encore une fois, je l'ai expliqué, depuis décembre 2021, Bitcoin se comporte comme une action tech US, c'est-à-dire comme... une potentielle révolution, mais qui n'a pas encore eu lieu. C'est comme si vous investissiez, on va dire, sur Amazon quand on était en 2000. Une bulle des dot-com, voilà, on peut appeler ça comme ça. Maintenant, on reprend ici le dollar contre le yuan. Et là, vous voyez qu'on a quand même des similitudes. Alors, on a des toutes petites décorrélations également, mais on voit qu'on a quand même aussi des similitudes, avec cette rebaisse à nouveau là ici du dollar contre le yuan, qui finalement nous donne autre chose. Donc, je pense qu'on peut voir les choses comme ceci. Le gold, vous voyez qu'on n'est pas nécessairement extrêmement corrélé, mais que y a des petites choses qui se ressemblent. Voilà, c'est vite fait. En tout cas, en ce moment, si on peut regarder ça comme étant une éventualité, je prends n'importe quelle action chinoise. Je ne sais pas si celle-là, ça va fonctionner. Non, celle-là, ça fonctionne pas nécessairement. Ici, c'est les... Alors, on va parler des semi-conducteurs en Chine après, d'ailleurs.
Mais vous prenez même les ETF, on va dire, actuels. Alors celui-ci, ça fonctionne pas du tout, vous le voyez. Ici, pour le coup, ETF actuel aux États-Unis, basé sur Bitcoin, ça ne fonctionne pas du tout. Même chose à peu près ici, où on a le même rebond au même moment, mais pour le coup, c'est pas vraiment lié non plus. Ici, pas forcément, ça fonctionne pas forcément ensemble non plus. C'est surtout, je trouve, en tout cas, sur le Shanghai Composite Index, que on a quand même des similitudes assez importantes. Alors, excusez-moi. Notamment sur les rebonds, etc. Les points de top aussi. Le Hang Seng, ah oui, tous les charts sont à l'envers, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, excusez-moi, on revient sur SMC. Du coup, oui, on a une petite corrélation aussi. Excusez-moi, j'ai vraiment fait de la merde là. Petite corrélation également sur les autres ETF, un peu moins ici sur le China Focus, relativement ici sur le SPDR, et encore une fois le Hang Seng qui est quand même qui ressemble un petit peu, voilà. Le Hang Seng, pardon, le Shanghai Composite et surtout le Hang Seng. Alors, vous comprenez cette idée-là. Donc la Chine est potentiellement le moteur du petit bull run actuel, substanté également bien évidemment par des taux... Enfin, on va à l'encontre des taux d'intérêt à 10 ans. D'accord, en ce moment, on diverge des taux d'intérêt à 10 ans, alors que normalement, en général, on est plutôt bien corrélé, tout simplement parce que potentiellement, on a une arrivée de la Chine substantielle sur le marché crypto. Et depuis donc 2021, on est dans peut-être autre chose où il va falloir intégrer la Chine dans nos analyses. C'est quelque chose que j'avais déjà pas mal évoqué. La Chine, on parle de semi-conducteurs notamment. J'essaye de vous trouver... Alors, l'idée, c'est qu'en gros, l'information, c'est que la Chine a potentiellement la capacité désormais de graver des semi-conducteurs à 28 nanomètres. Qu'est-ce qu'il se passait avant ? Eh bien, avant, la Chine devait acheter des machines hollandaises de la firme ASML, qui était la seule dans le monde à pouvoir produire ces machines-outils qui permettent de faire la lithographie pour graver des semi-conducteurs relativement précis. Comprenez bien que, on va dire 280 nanomètres, ce que la Chine là nous dit qu'elle est capable de faire, par exemple sur cette machine-là, on va dire que c'est quelque chose qui est super pour une machine à laver, 110, même 90, voilà, c'est très bien pour une machine à laver, mais pour faire du téléphone portable, de l'outil portable pour aller en mission, de l'avionique, toutes ces choses-là, c'est pas nécessairement suffisamment petit. Ça peut, mais c'est pas suffisamment petit. Donc, on a un vrai enjeu stratégique, bien évidemment, à pouvoir produire des puces qui peuvent aller également dans des téléphones portables, qui peuvent aller également dans des ordinateurs portables, et qui peuvent aller dans des F-16 ou des Sukhoi, ou ce que vous voulez. Pour les avions. Donc ASML a été acheté par les Américains. La firme hollandaise elle est désormais détenue à plus de 51% par les Américains. Et les Américains ont dit, eh bien, on met sous sanction ce type de machine-outil, donc vous n'aurez pas accès à la production de semi-conducteurs de pointe en Chine. À ce moment-là, existait déjà cette entreprise d'État qui s'appelle SME, Shanghai Microelectronics Equipment, quelque chose comme ça. Et cette Chine qui, je crois, est publique, il me semble qu'elle appartient en grande partie à l'État, donc c'est un enjeu stratégique, vous l'aurez compris, nous dit qu'elle est potentiellement capable, vous le voyez ici, le mieux c'était 90 nanomètres, elle est potentiellement capable de graver à 28 à ce stade. Quels sont les... je sais pas si c'est... Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est pas ça non plus, désolé, c'était un article de Le Monde, je crois, j'espère que je l'ai... Non, je l'ai effacé. Alors je vais... Bon, en gros, c'est pas grave. En gros, ce qu'on peut voir ici, c'est que Intel est capable de graver à 10 nanomètres, à peu près. Ils font légèrement en dessous, et même leurs 10 nanomètres, et on va dire, il y a beaucoup de malfaçons, donc du coup, ils sont obligés d'en jeter beaucoup, après test, donc ça leur pose un petit peu des soucis, etc. TSMC, donc le plus gros constructeur, qui fournit notamment AMD, qui fournit également Nvidia, je crois,
et qui fournit Apple également. Et on a aussi Samsung qui se met à faire de la gravure aussi, depuis maintenant un certain moment, donc à sortir leurs propres semi-conducteurs, qui sont plus ou moins capables, grâce à la technologie TSMC, donc Taiwan Semiconductors Manufacturing Corporation, TSMC, la plus grosse entreprise de semi-conducteurs au monde. Et c'est celle qui, effectivement, crée l'enjeu sur Taïwan. C'est elle qui crée l'enjeu chinois sur Taïwan. Enjeu qui est en train de finalement de se détendre d'une certaine manière. En tout cas, les Américains croient que que la Chine veut Taïwan pour les semi-conducteurs. C'est pas le cas, puisqu'ils sont en train d'investir des centaines de milliards de dollars pour tout simplement produire ces machines qui vont désormais faire que la Chine fait ce qu'elle veut. Elle a ses machines-outils, elle les vend du coup à SMIC, qui est la plus grosse boîte de semi-conducteurs dont je vous ai montré l'action tout à l'heure. Elle les vend à SMIC, et puis SMIC est capable en interne de faire du semi-conducteur à ce stade à donc 28 nanomètres. Et vous comprenez que c'est 3 fois mieux que ce que pouvait faire la machine qui est sur leur site web ici à 90 nanomètres. L'idée ici, c'est que l'enjeu des semi-conducteurs sur Taïwan, quelque part, n'existera plus dans 1 ou 2 ans. Dans 1 ou 2 ans, vous savez qu'on double la vitesse, normalement on double la vitesse des processeurs tous les 2 ans, je crois. Et ici, en fait, il faut comprendre qu'ils vont pouvoir graver très certainement à 14 nanomètres l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Ça va être très rapide. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'enjeu de Taïwan est en train de finalement ne plus exister. Le vrai enjeu de Taïwan, et celui que les gens ne comprennent pas, c'est tout simplement que pour la Chine, Taïwan fait partie de leur territoire. C'est quelque chose qu'ils ont appris dans leur livre d'histoire, c'est quelque chose qui a toujours été le cas. Au moment où il y a la révolution chinoise, Chiang Kai-shek se barre à Taïwan, il fait une île avec une autre administration, une autre manière de faire, etc. Et puis vous avez même des gens à Taïwan qui pensent que Taïwan devrait être chinois. Vous avez également énormément de gens en Chine qui appellent la réconciliation d'avec Taïwan, et ils appellent ça la grande réconciliation, c'est-à-dire le moment où finalement ce territoire deviendra unique, deviendra un seul. Par rapport à ça, j'ai envie de dire que l'Europe se place pas trop mal, puisque pour le moment, elle n'est pas dans cette espèce de fuite en avant qu'est en train de nous donner Biden, puisque Biden, on lui fait du chantage aux semi-conducteurs quelque part, d'accord ? Ils ont Intel, effectivement, aux États-Unis, mais on lui fait du chantage aux semi-conducteurs à Taïwan, et d'une certaine manière, ici, il est en train de fournir des armes à Taïwan, ce genre de choses, etc. On a toujours, nous, fourni également des armes à Taïwan. On se rappelle de l'histoire des frégates de Taïwan avec Dumas et je me rappelle plus comment s'appelait la fille, là, toute cette histoire avec son amante, etc. Enfin, l'histoire des frégates de Taïwan, c'était un roman. Et en gros, ici, l'Europe en ce moment est plutôt en train de calmer le jeu, en train de dire attention, nanana. Par contre, la France a une présence là-bas, dans l'Indo-Pacifique, la France a une présence militaire, Nouvelle-Calédonie, toutes ces choses-là. Mais on n'est pas forcément ici en train, l'Europe, de jeter de l'huile sur le feu. Je pense que chat échaudé craint l'eau froide. On s'est suffisamment fait enfler sur l'histoire de l'Ukraine pour peut-être éventuellement avoir un petit peu plus en ce moment de version. La Chine est un relativement suffisamment puissant en Europe pour avoir également une assez forte présence économique, et on ne peut pas se passer de la présence économique de la Chine. On a vu ne serait-ce que le fait de se passer de la présence économique de la Russie, on a vu ce que ça a fait sur nos économies qui sont plutôt à mal en ce moment. Voilà pour toute cette idée-là. C'était un peu fouillis, j'en suis désolé, mais c'est une vidéo de week-end, du coup voilà, c'est ce que je montre. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu corrélé aux élections US ? Première chose. Deuxième chose, est-ce que on n'est pas en ce moment relativement assez fortement corrélé à la Chine depuis décembre 2021, et donc du coup le fait que la Chine soit en train de balancer de la liquidité sur les marchés alors que, on va dire, la Banque fédérale américaine ne le fait pas. Là où avant, ça calquait et ça fonctionnait plutôt ensemble, on a désormais quelque chose qui s'est un peu décalé, d'accord ? Et puis après, qu'est-ce qu'il faudra suivre ensuite ? Est-ce que si on ramène de la liquidité US, alors j'ai essayé de vous trouver, est-ce que les sessions asiatiques sont plutôt bullish ? Est-ce que les sessions américaines sont plutôt bullish ? Je pensais avoir les outils pour le faire, mais en fait, ça serait extrêmement long comme étude, donc il faudrait payer ici des indicateurs qui permettent de le voir. On avait vu en tout cas en début de bull run, j'avais sorti ici un peu ces news à ce moment-là, et bien que c'était plutôt les sessions asiatiques qui étaient bullish. En ce moment, j'ai un petit peu moins l'impression que ça soit le cas. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et on va revenir sur le prix, excusez-moi une seconde.
Excusez-moi. Et donc du coup là on est sur Twitter où je vous expliquais qu'effectivement vous le voyez. Donc là on a les taux de la Fed en bleu et on a le taux de chômage en rouge. Et vous voyez que dès qu'on a une inflexion du taux de chômage vers le haut, la Fed arrête d'augmenter les taux. Vous le voyez, c'est assez clair ici, hein, dès que ça remonte. Est-ce que c'est en train de remonter durablement? Pour l'instant 3,8, on va voir si ça va à 4,4, etc. Comprenez bien que le mandat de la Fed, c'est garder un taux de chômage qui reste bas. En l'occurrence, Powell nous a dit qu'il était prêt à accepter 4,5, ce genre de target, et que derrière, par contre, il y aura inflexion des taux dès qu'il y aura augmentation significative du taux de chômage. Je vous invite ici à éventuellement venir nous rejoindre sur le Twitter si ce genre de tweet vous intéresse. Personnellement, ça m'intéresse. Ensuite, ici, on n'a pas fait vraiment Ethereum. Ethereum, sur la daily, soit il est dans un triangle ascendant, c'est-à-dire qu'il est effectivement en train de nous dessiner quelque chose comme ça qui va casser vers le haut, soit il est tout simplement en train de redescendre ici vers le bas et il va nous faire une sorte de double top ou quelque chose comme ça pour un retour aux $1000. Maintenant, je trouve que pour jouer un triangle ascendant, ce type d'entrée n'est pas trop mal non plus. Deuxième chose, on peut regarder également le volume profile, quelque chose que je vous montre pas très souvent, mais effectivement, on voit que là, c'est 1003 sur Ether. On voit qu'il est en train potentiellement de rebondir à ce stade. À partir du moment où il passe quelques bougies dans cette zone, il a de fortes chances d'aller à 1003. Ici, vous voyez que ça n'est qu'une mèche pour le moment, et il pourrait rebondir ici sur la zone de volume profile actuelle. Ça, c'est la quantité de business qui a été faite sur cette zone-là, d'accord? C'est quelque chose que j'utilise pas mal, moi. On va dire que d'une certaine manière, on va aller regarder ici le volume profile également sur le spot, sur BTC. On va enlever les dessins parce que c'est très chargé. Eh bien, d'une certaine manière, vous voyez que si on prend un petit peu uniquement le... Est-ce qu'on peut parler de bull run ici? Oui, je parle ici de ce qui s'est passé là, pardon. Le bear market rally, pour le moment, on va appeler ça comme ça, hein. Le bear market rally qui s'est passé là, et depuis la réintégration, on va dire, des 16 000 $, on va prendre tout ça, voilà. Et ben vous voyez que pour le moment, on est en train de rebondir sur pourquoi on rebondit, parce qu'il y a eu pas mal de business qui a été fait là. On a un petit point ici et là qui nous donne un volume profile positif. Vous voyez également que on peut très bien ici, dans ce bear market, revenir retester les 17,3. Il y a un creux ici. Pourquoi il y a un creux? Parce qu'il y a un gap, un fair value gap. Ça revient à la même chose que de faire un petit peu du ICT, du SMC. Regardez le volume profile, et vous allez être à peu près dans les mêmes choses. Le prix n'est pas content parce que là on a délivré très vite, et ça nous a créé un creux dans le volume profile. Si on regarde un peu plus dans son ensemble, on va regarder ici depuis 2020, eh bien vous voyez que la possibilité d'aller à 10 000 $, elle existe. Vous voyez que pour le moment on a refusé de le faire. Je vais même prendre un petit peu avant. Pour le moment, on a refusé de le faire parce que il y avait quand même eu du business qui avait été fait ici un peu dans la zone, d'accord? Et pour le moment, en termes de volume profile, ici, on a plutôt des chances de rebond sur cette zone-là que des chances de traverser toute la zone. Pour le moment, il y a du business qui a été fait là. Là, il y a un creux. Là, il y a un creux, d'accord? Donc, ça nous donne 12 000. Ça nous donne entre 17 et 24. C'est là où vous avez les deux gaps. Un gap qui est ici, vous le voyez, c'est celui-là, 12 000, qui n'a jamais été couvert. On est venu ici plutôt chercher, quand on a pris les 17, et bien finalement, cette zone ici de business est également celle-là. On a accepté, on a dit, OK, je repars. Et là, vu qu'on a une montée un peu larvée, enfin, on a quelque chose où la structure se comporte bien, c'est-à-dire qu'elle vient chercher tous ces gaps à chaque fois, à part, encore une fois, celui entre 18,7 et 17,4. Pour le moment, on est sur une zone où il y a eu du business, donc il y a des potentialités de rebond. Encore une fois, je vous invite ici à avoir plutôt un risk management toujours maîtrisé et à faire des entrées sur ce type de scénario qui sont excessivement maîtrisés. J'ai fait tout un tuto également sur le risk management, c'était avant-hier, je crois, sur les vidéos privées sur le Discord, où j'expliquais les différences entre des entrées à 10%, à quel moment vous fumez votre compte, en fait, entre des entrées à 10%, des entrées à 2%, et des entrées qui, si vous n'êtes pas dans une bonne période, se dérisquent totalement, c'est-à-dire vous rediminuez votre risque à chaque fois que vous faites des pertes consécutives. Vous dites, oula, en ce moment, j'ai pas le mojo, j'ai pas nécessairement le bon billet, j'ai pas, etc. Donc je vais tout simplement diminuer mes entrées.
Euh, Voilà, c'est une vidéo assez longue, j'en conviens. Mais en tout cas, qui vous a présenté des choses différentes. On va pas faire les news aujourd'hui, parce que j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose, sincèrement. Voilà, Vitalik qui vend des makers, etc. Ce genre de choses, on va passer là-dessus. Sur les dernières 24 heures, on a liquidé 26 millions, c'est-à-dire pas grand-chose. J'en profite pour vous dire une nouvelle fois de mettre un like sur cette vidéo si le contenu vous plaît. Également, pas grand-chose en liquidation. Bon, tout simplement, c'est assez mou en ce moment, donc on va passer rapidement aussi là-dessus. Carnet d'ordre, on est plutôt vide sur la zone maintenant qu'on a pris ces ordres-là à l'achat. Donc on peut très bien pump. Un petit ordre ici autour des 26 à la vente. Marché en levier. Alors, excusez-moi, je mets... Hop, parce que j'ai relancé en fait mon Chrome. Marché en levier. Alors, ouais. Hier, j'ai fait une vidéo par rapport à Wyckoff. Et dans cette vidéo-là, j'ai évoqué pas mal de choses. Il faudrait que vous alliez voir la vidéo d'hier pour comprendre mes propos de maintenant. Qui était que, tout simplement... tout ça était un short squeeze, donc le deuxième ATH. Le début du bear market a commencé ici. Et là, on peut le voir sur le CVD. Vous voyez que le CVD a toujours été... Donc la demande au spot, elle a toujours été à la baisse depuis. Pour moi, on reviendra dans un bull market, un vrai bull market. On ne sera plus dans un bear market rally à partir du moment où on redépasse cette droite-là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande au spot. Si on regarde un petit peu, et là, vous comprenez qu'on est donc sur la liquidité, mais en daily. Pas en 5 minutes comme on fait d'habitude. Si on regarde un petit peu ici ce qui s'est passé, le vrai moment de demande au spot, et là en fait on est en dessous de cette droite, je vous le donne dans le mille, c'est juste qu'elle se décale parfois sur CoinAlyze, mais le moment où on a eu une vraie demande au spot, il était ouf, il était ici, aux 20 000 $. D'accord, là ça a poussé pour de la vraie demande au spot. Donc entre 20 et 25, il y a eu de l'achat au spot. Est-ce que ça va défendre maintenant? Est-ce que ça va racheter à 25? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. La deuxième question qu'on peut se poser aussi, donc ça je vous l'avais expliqué, c'est un short squeeze. Ici, toute cette partie-là, au moins le début en tout cas. Tout simplement parce que là on a une vraie augmentation du nombre de contrats et on est vraiment en funding négatif sur tout le long. Donc beaucoup de shorts qui étaient rentrés là-dessus et qui finalement se sont fait squeezer derrière. Ça c'est important aussi. Troisième chose qu'on peut voir quand on regarde ici la liquidité en daily, on peut voir qu'on a une augmentation de l'open interest selon cette trend et on peut voir qu'on a tendance à déleverager, et ça j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne et c'est important de dézoomer de temps en temps la liquidité. On a tendance à déleverager quand on arrive aux 8 milliards à peu près. Et là vous voyez que c'est là qu'on déleverage quasiment 3 milliards en quelques jours, etc. etc., etc. Et là on redéleverage également et pour le moment on semble plutôt accepter la zone actuelle, mais attention, il est possible que le marché ait envie de retourner à la borne basse. Retourner à la borne basse, ici pour moi, ça voudrait dire venir prendre tout simplement de la liquidité potentiellement en bas. Encore qu'on voit qu'ici, il n'y a pas d'excès dans le funding, comme on l'avait eu en bull run, comme on l'avait eu ici au top. Il n'y a pas d'excès. Vous voyez qu'on est plutôt à l'équilibrium si je regarde le funding en daily. Mais le marché, si jamais il le décide, pourrait perdre cette vibe ici sur l'open interest et pourrait être en train de venir chercher plus bas. J'ai aucun problème avec ça. Si le marché le faisait, comprenez bien que du coup ça nous donnerait quoi? Un retest de cet endroit où vraiment il y avait eu de la demande, c'est-à-dire au spot, j'entends, c'est-à-dire les 20 000 $. Donc possibilité, encore une fois, de descendre à 20 000 que je n'enlève pas, que je garde dans mon analyse. Et c'est pour ça que, on va dire, si je fais une entrée maintenant en longue, par exemple, je vais avoir tendance à avoir, dans mon analyse, à diminuer mon risque. Tout simplement parce que je vois des choses qui me disent que, éventuellement, ça peut aller plus bas l'histoire, d'accord ? Donc diminuer le risque en longue, chercher du short pour moi c'est pas la zone, j'aurais plutôt tendance à aller en chercher vers les 28-29, mais voilà, on peut avoir ici des choses intéressantes à regarder. Sur les marchés en levier, vous m'excuserez, du coup j'ai déjà mis les niveaux suivants. Et en l'occurrence, on voit qu'on a un niveau de longue à venir chercher ici, un niveau de longue à venir chercher potentiellement sur le bottom. Ici, sur cette descente, on a été pas mal longué, donc on pourrait même décaler celui-là tout simplement ici, ça serait encore plus simple. Donc pas mal longué sur la descente, c'est peut-être même un 2 pixels, parce que du coup on a une vraie anomalie de funding ici. Et puis ensuite j'ai cette cuvette sur l'open interest, et là on est en train de se construire, vous le voyez, sur du short. Augmentation du nombre de contrats en circulation, diminution du funding, malgré une augmentation du prix. Donc on passe celui-là également en 2 pixels. Et on sauve. On va pas faire Ethereum aujourd'hui, sinon ça va faire une vidéo d'1 heure, et j'ai pas trop envie de vous saouler avec ça. On va juste aller voir sur Bitcoin la 12 heures et la 1 semaine.
12 heures, on peut imaginer qu'en fonction de ce qu'on a vu, on est plutôt shorté, hein, vous l'avez vu ici, oui c'est le cas, c'est pas tellement flagrant, donc vous voyez qu'on est plutôt à l'équilibre hein, sur les 12 dernières heures, et sur la 7 jours, eh ben on est un peu au milieu de rien, on n'est pas venu chercher le bas du bas, c'est-à-dire sous les 25 ici, il y a peut-être de la valeur, et même jusqu'à 24,4, et en fait cette valeur elle se situe dans la mèche précédente qu'on avait faite, ce que je vais vous montrer après. Par contre, on est en train de forcir ici dans la zone de short entre, on va dire, qui est à peu près jusqu'à 27. Donc un rebond au 27 serait, même pour ce week-end, pas tellement choquant. Et également, vous le voyez, grosse zone de valeur ici à 28,5, 29. Moi, j'aurais tendance à venir shorter une fois qu'on aura pris cette zone de valeur là. Est-ce que j'attends pour rentrer en longue qu'on ait pris cette zone de valeur là? Possible. Pour l'instant, je cherche une structure. Donc, si jamais je vois une belle mèche au 24,5 qui n'altère pas trop la structure, je la prendrai. En tout cas, à la première structure, ici, je vais rentrer longue pour potentiellement aller à 27 et potentiellement aller à 29. C'est peut-être, encore une fois, quelque chose à mettre entre guillemets, parce que je vous l'ai expliqué, il y a des chances également que le prix aille plus bas, donc du coup, l'entrée doit être moins risquée que ce qu'on aurait fait si tous les astres étaient alignés dans le bon sens. Ben voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un peu différent d'habitude, vous voyez c'est plutôt une vidéo de week-end, moi j'aime bien en faire des comme ça de temps en temps, où on va chercher des sujets, chercher des choses. Le moteur du bull run est-il chinois, et le Bitcoin évolue-t-il avec les taux à 10 ans, et ça nous mettrait finalement quelque part totalement dans le fondamental de Bitcoin, c'est-à-dire que ce que je vous expliquais tout à l'heure, il est choquant en ce moment, d'une certaine manière, que Bitcoin n'ait pas de corrélation, que Bitcoin n'agisse pas en fonction de son fondamental finalement sur le fond. Son fondamental c'est de se battre contre l'inflation et en ce moment, donc depuis, je l'ai expliqué, décembre 2021, mais c'était même un petit peu le cas, non c'est ça, décembre 2021, là ça évolue ensemble, ici ça évolue ensemble, ici aussi à peu près, décembre 2021, Bitcoin fait fi des attentes d'expectation, des attentes d'inflation à 10 ans. Donc on est sur plutôt un Bitcoin spéculatif, corrélé à soit des actions US, soit des actions chinoises, que sur un Bitcoin fondamental. Est-ce qu'il va rejoindre son fondamental ici? Question aussi, que vont faire les taux à 10 ans dans le futur, bien évidemment. Est-ce qu'ils vont dropper ici si jamais la Fed nous donne un pivot, ou alors est-ce qu'ils vont refuser de dropper parce que vous voyez que c'est pas nécessairement totalement corrélé, hein, les taux à 10 ans et les taux de la Fed. Les taux de la Fed sont plutôt des taux à court terme et les taux à 10 ans sont plutôt des attentes d'inflation. En tout cas, si jamais je bloque mon argent pour 10 ans, je considère que ça devient intéressant. Et là en ce moment le marché est en train de dire 4,80, ça veut dire que 4,18. Ça veut dire que le marché est en train de dire, moi, si je veux accepter d'acheter un bon du Trésor, je considère qu'il doit avoir un rendement de 4,18 pour que je puisse effectivement le prendre sur 10 ans et bloquer mon argent sur 10 ans. Vous pourrez après revendre, hein, c'est bon. Notre argent n'est pas bloqué. D'ailleurs, ce que font les banques régulièrement, c'est qu'elles en achètent, et puis finalement, il y en a qui arrivent à maturité, etc. Et c'est ce qui fait que potentiellement, vous faites enfler, parce qu'en ce moment, je pense que si vous placez... je pense qu'on vous donne 3% à peine, hein. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais à mon avis c'est quelque chose comme ça, et ils sont pas garantis sur 10 ans du tout. Donc voilà, en ce moment on vous donne 3%, alors que eux potentiellement ils ont aussi des vieux bons, hein, qui ne font pas la même chose, et en ce moment ils sont un peu sur une moyenne entre les deux, mais globalement d'une certaine manière, si vous rentrez maintenant, vous allez plutôt avoir une moyenne pondérée de tout ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir été plus ou moins clair. Je sais que c'était un peu fouillis dans les explications potentiellement, etc. Mais c'est pas des concepts qui sont extrêmement faciles à expliquer sans avoir un PowerPoint et vraiment préparer une vidéo, la folie, etc. Et vous savez que c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien faire les choses à l'arrache. C'est plutôt balancer un peu ça comme un journal. C'est ça qui fait que pour moi, ça reste agréable de le faire, entre guillemets, et de pas avoir de contraintes. Et voilà. Et je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Tout le monde aime bien des formats bien réduits, bien fait comme il faut, etc. Mais en fait, ça me plaît à moi. Donc l'important, c'est que de faire des vidéos me plaisent, tout simplement parce que ça ne me rapporte pas d'argent. Donc du coup, il faut que ça reste un plaisir pour ma part.
Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Celle-ci était relativement complexe et complète. On a parlé encore une fois de Chine, de semi-conducteurs, d'enjeux stratégiques, de la corrélation de Bitcoin avec toutes ces choses-là, potentiellement, en tout cas ma lecture des choses, et puis du fait que finalement, et ça pour moi c'est le plus important, si on regarde la charte, Bitcoin suit les attentes d'inflation à 10 ans. Il suit son fondamental. Pas depuis décembre 2021, certes. On corrèle tout ça au marché action en ce moment, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que déjà, je pense que l'inflation n'est pas faite pour partir tout de suite. Je pense qu'on va rester dans un contexte où elle risque de s'installer un petit peu. Je pense par contre qu'elle va dropper avant les élections. Ça, c'est une vérité. Je pense également qu'il y aura une coupe des taux avant les élections. Et donc, on parle ici de novembre 2024, c'est-à-dire dans un an. Dans un an, on aura déjà des taux bas pour moi. C'est-à-dire que je pense que ça va se faire avant ce que le marché pense. Et je pense par contre qu'on va recorréler au bond du trésor à 10 ans, ou en tout cas attendre d'inflation à 10 ans de tous les pays mondiaux, parce que le fondamental de Bitcoin, c'est de se battre contre l'inflation, et on revient toujours, quoi qu'il en soit, toujours au fondamental. Ben voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Hier, on a parlé cocktail, je crois. Aujourd'hui, on va parler... on va parler... Alors plutôt... plutôt noix de cajou ou cacahuètes, ça va être ça, tiens, la question du jour. Est-ce que moi personnellement je suis plutôt fan des noix de cajou, j'aime pas trop les cacahuètes, mais les noix de cajou j'adore ça. Voilà, donc c'est vraiment une question à la con, hein, comme d'habitude, question à la con pour en fin de vidéo, tout simplement. Voilà, c'est à la fois un moyen de nous connaître un peu mieux, et puis de discuter avec ceux qui ont réussi à regarder cette vidéo extrêmement longue jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, ciao, merci.